Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur le plateau d'On se dit tout ce matin. Deux sujets bien sûr. Nous allons parler scolarité, notes, évaluation. C'est véritablement la période. Vos enfants en perdent complètement leurs moyens. On vous dit tout avec nos spécialistes dans quelques instants. Et puis on enchaînera sur le sujet santé, l'apnée du sommeil avec le docteur Omar Al-Iraqi. Il est spécialiste du sommeil et de sa pathologie. À tout de suite pour les détails. Les évaluations, les contrôles, de la préparation à la note, comment gérer tout cela à la maison avec vos enfants et à l'école aussi avec nos spécialistes. On en parle ce matin avec vous. Barada Fedoua, vous êtes psychologue. Bonjour, merci d'être là. Merci. Karima Rehani, vous êtes psychosociologue. Bonjour. Bonjour. Et Sonia Bourroyel, bonjour. Vous êtes spécialiste des sciences de l'éducation. C'est un plaisir de vous avoir, mesdames. Merci. Alors, l'évaluation, les contrôles, c'est toute une histoire à la maison pour les enfants, justement. Certaines familles vivent des drames autour de ces évaluations. Mais d'abord, on va essayer de comprendre la différence entre trac et angoisse. Comment nous, en tant que parents, on peut faire la différence. Fedoua, comment on peut se retrouver face à ça? Alors, le trac, à la différence de l'angoisse, est plutôt positif. L'angoisse, on en va parler, c'est le mauvais stress. Le trac, c'est le bon stress. Le trac est une phase adaptative face à quand l'enfant est en face d'une nouvelle situation ou quelque chose qui l'angoisse ou quand il se sent évalué, notamment dans les évaluations, où il va sentir un malaise interne qui peut être générateur de symptômes comme la transpiration, le cœur qui s'accélère, les mains moites. Mais très vite, ces symptômes-là diminuent parce que lui, en tant qu'enfant, il a déjà enregistré des expériences positives. Puis, tant qu'il peut s'appuyer sur ça, il va y aller d'une manière très très sereine. L'entourage aussi joue un grand rôle, c'est-à-dire tant que les parents et les enseignants en général font confiance à cet enfant, il va pouvoir s'appuyer sur ça et avancer en toute tranquillité. Donc ce qui était, disons, qui paraissait négatif au début, peut aider l'enfant à mieux s'adapter à la situation. Donc le trac, en général, mobilise toutes ses connaissances et donc les performances de l'enfant pour pouvoir s'adapter. Donc face au stress, l'enfant doit, disons, relever deux défis, maintenir sa peur et aussi s'adapter sur des ressources nouvelles. C'est pour le trac, ce que vous appelez, vous, ce qui est positif, en fait. Exactement, c'est le bon stress. L'angoisse, à l'opposé du stress, c'est une peur intense de quelque chose, d'une situation réelle imaginée. Et l'angoisse, généralement, arrive aux enfants qui ont très peu d'estime d'eux-mêmes. C'est-à-dire quand ils ont tendance à surévaluer cette situation-là, à se sentir écrasés sous le poids de la responsabilité du contrôle, de leur responsabilité de contrôle, parce que l'enjeu est énorme, leur estime de soi est mise en jeu, et donc du coup la peur se maintient. Et quand la peur se maintient, il y a une sécrétion de cortisol dans le cerveau, et cette cortisol-là perturbe et parasite la mémoire, parasite les pensées, et donc on a tendance à entendre l'enfant qui dit j'ai rendu la feuille blanche, j'ai le blackout, le trou noir, et c'est exactement dû à cette, disons, peur qui se maintient et la sécrétion du cortisol dans le cerveau. Donc le trac peut être positif, c'est ce que vous appelez le stress positif. Effectivement. Mais par contre l'angoisse, ça fait complètement perdre ses moyens à l'enfant. Exactement, il perd le contrôle sur sa peur et donc il n'arrive pas à générer et mobiliser ses ressources. Il peut très bien apprendre sa leçon et le lendemain partir. Il peut même en perdre la voix quand il y a une récitation, il peut même pas s'avancer. Il en perd complètement ses moyens. On va essayer de développer tout cela au fur et à mesure. Karima Rehani, vous voulez rebondir sur ce point-là, différence entre trac et angoisse? Effectivement, le trac, normalement, c'est un stress de perception. C'est-à-dire, quand on a le trac, il est ponctuel. Et une fois qu'on rentre en fait dans la phase action, les symptômes, comme par magie, ils disparaissent. Par contre, l'angoisse, elle émane d'une émotion, d'une peur profonde, qui est normalement nourrie par l'interculturel, par l'éducation, par la société, et surtout l'enfant à un certain âge de 0 à 6, on lui donne en fait toutes les possibilités ou pas
de dépasser son trac et son angoisse à long terme. Ceci dit, quand je parle d'angoisse, je vais parler d'émotion. Donc tout se joue entre 0 et 6 ans pour la psychosociologue. Exactement. Et justement, certains spécialistes disent tout se joue avant 6 ans. Est-ce que tout se joue avant 6 ans? Je pense que oui, parce que on a cet impact de se ressourcer de notre génétique, parce que la personnalité, elle est basée sur quoi? On a ce qui est inné, c'est-à-dire ce qu'on a reçu de la génétique. Des fois, on dit il ressemble à son grand-père. Ce trait de caractère, il ressemble à son grand-père. Ben, effectivement, oui, il peut ressembler à son grand-père grâce à la génétique. Après, on a le tronc d'arbre. Moi, j'ai toujours donné cette comparaison comme notre personnalité, c'est un arbre. Les racines, ce sont ce qui est inné. Le tronc, ce sont nos acquis. Et là vient les parents, la société, l'école, l'environnement, et on est en train de se construire d'une manière soit positive, soit négative. Et après, il y a les branches, et là, ce sont nos expériences de vie. Je donne un exemple tout simple. Quand on est en fait enfant, par rapport au contrôle. Par rapport au contrôle, okay. On a été toujours critiqué par rapport à une note. On a un enfant brillant, dit brillant, qu'est-ce qu'un brillant? La note n'a jamais été synonyme d'une manière ou d'une autre de l'excellence, mais malheureusement... Elle est dans notre société, dans beaucoup de sociétés, justement. Et dans le système, il y a un système donné qui valorise ça, on doit faire avec, et les parents se sont obligés, en fait, de respecter cette logique. Oui. Bon, je mettrai logique entre parenthèses, c'est un avis personnel. Par contre, alors quand il nourrit cette peur chez l'enfant, comme quoi même s'il a 17, il doit avoir un 18. Okay. C'est un exemple que je donne. C'est-à-dire, j'ai 17, je ramène une bonne note. La prochaine fois, tu dois avoir 18. Non, ce n'est pas suffisant. Qui a eu 18? Qui a eu 19? Et là, on attaque son estime de soi, sa confiance en lui, sa possibilité de faire de plus. Là, vous rentrez dans le cœur du sujet, on va y arriver justement. Alors, Sonia, juste une question. Est-ce que tous les enfants, vous avez été enseignante également, donc vous avez l'expérience, on va dire, du terrain, de la classe. Est-ce que tous les enfants ont, d'abord pour commencer, le trac et un bon nombre sont angoissés? Alors, pour ce qui est du trac, moi, dans la classe, par rapport aux définitions que mes collègues ont données, alors le trac, pour moi, effectivement, je le ressens comme quelque chose de plutôt positif, quelque chose de plutôt banal, dans le sens où, effectivement, il y a un événement qui est plutôt inattendu, il y a le contrôle, on ne sait pas ce que la maîtresse va demander, donc pour les enfants, c'est un peu l'inconnu, et ça crée en eux quelque chose de l'ordre de ce trac, une petite peur. Donc, ils ont tous un petit peu cette petite peur. Oui. Après, effectivement, pour moi, les cas d'élèves qui seraient plutôt angoissés, c'est-à-dire qui auraient des symptômes, c'est-à-dire qui vont somatiser, on va le sentir chez eux, eh bien, c'est plus restreint. Effectivement, on en a quelques-uns, mais par contre, c'est vrai que ce sont des élèves qui sont dans une situation de mal-être, ils n'arrivent pas à dépasser ça. Moi, je le vois comme ça. En fait, ils ont des difficultés à aller au-delà. Ils se laissent envahir. Ils se laissent envahir. Ça se manifeste comment? Par exemple, ma collègue a donné l'exemple de la récitation. Fedwa, oui. Elle a donné l'exemple de la récitation. Et par exemple, une élève qui commence à respirer. J'arrive pas, maîtresse, je peux aller m'asseoir parce que elle n'arrive pas à le gérer. Elle n'arrive pas à dépasser cela. Effectivement, au niveau de l'estime de soi, ils ont une estime de soi qui est plutôt perturbée. Elle n'est pas totalement négative, mais elle est en tout cas perturbée. Ou par exemple, une élève qui a des résultats plutôt satisfaisants et qui va dire mais je suis nulle maîtresse, je suis nulle, je n'y arriverai pas. Alors qu'elle est tout à fait capable d'y arriver, mais elle va peut-être s'enfermer dans ce trac, dans cette angoisse et se laisser envahir par ses symptômes. Ok. Donc effectivement, on le rencontre. Alors justement, Fedwa Barada, en tant que psychologue, Karima Rehani et Sonia Brouillel ont beaucoup insisté sur la notion d'estime de soi. Oui. Est-ce que pour vous, en tant que psychologue, c'est vraiment la clé, le cœur, c'est ce qui est gratiné, c'est ce qui est touché chez l'enfant? L'estime de soi est la base de tout, en fait. D'accord? Tant que l'enfant n'a pas d'estime de soi, il va essayer de se construire sur une estime de soi externe. C'est-à-dire que c'est un enfant qui va toujours chercher l'approbation de l'autre pour pouvoir exister et se valoriser. On voit des enfants toujours à l'afflux du regard des parents. Est-ce que vous êtes satisfait? Et donc là, le problème qui se pose,
cause, et comme je dis, c'est une liaison dangereuse, je l'appelle toujours comme ça, c'est parce que l'enfant va toujours chercher le regard probant du parent. Il va jamais construire quelque chose d'interne et solide. Ça va être très fluctuant, c'est-à-dire dès qu'il a une bonne note, il va se sentir heureux et, disons, valorisé, et dès que la mauvaise note et les notes chutent, elles sont très fluctuantes, c'est-à-dire que du passage au primaire jusqu'au secondaire, les notes changent, c'est-à-dire on voit des enfants excellents au primaire qui sont plutôt moyens ou faibles au collège ou au lycée. Donc tout ça, donc quand on construit sur cette base, c'est vraiment dangereux. Et en plus de ça, les parents ont tendance aussi à accentuer tout cela. C'est-à-dire qu'un parent qui a un standard extrêmement élevé, qui va demander tout le temps à l'enfant de faire plus, au lieu de regarder et de pouvoir le prendre en charge et d'avoir un regard bienveillant sur lui et de lui dire, bon, voilà, tu as eu cette note, c'est très bien, voilà, comment on peut l'améliorer, ou ce troc, c'est-à-dire entre l'amour et les notes, est un troc dangereux. Quand vous dites dangereux, pour la spécialiste que vous êtes, pourquoi c'est dangereux? Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'on voit, c'est-à-dire qu'un enfant qui est déjà fragilisé, d'accord, au niveau de son estime de soi, va développer plusieurs symptômes, notamment de l'angoisse. L'angoisse peut se développer en attaque de panique, en trouble panique, d'accord? Trouble panique. Chez des enfants de quel âge, par exemple, vous voyez ça? De 7, 8, 9, 10 ans, et puis ça n'a pas d'âge. J'ai enregistré un petit garçon de 4 ans, et d'ailleurs j'étais un peu surprise de me dire, à 4 ans, il disait déjà qu'avoir une mauvaise note était catastrophique, d'accord, et ça était dangereux et catastrophique à 4 ans. Donc vraiment, où l'enfant n'a plus le temps de s'épanouir, de pouvoir jouer, de pouvoir libérer son espace émotionnel, tout ça est mis au service des bonnes notes. Ok, mais ça, vous l'avez dit, les parents véhiculent ces notions, mais il n'y a pas que les parents. Oui, bien sûr. Absolument. Karima, si vous permettez, vous êtes psychosociologue, vous intervenez également dans une école, mais justement, à part la maison, à part les parents, qui véhicule ces notions, et de qui, de la poule ou de l'œuf, c'est l'école, la société, les parents, qui a commencé ce jeu assez malsain? En fait, ça peut être très rétrospectif, ça peut commencer à la maison. On a des parents qui sont trop exigeants, qui attendent plus. Pourquoi? Parce que le système, la société fait que on a envie que nos enfants soient meilleurs. On est dans la compétition perpétuelle, et ça crée chez les parents cette crainte, cette anxiété de ne pas pouvoir être des bons parents qui vont mettre au monde des enfants qui sont excellents côté emploi plus tard et tout ça. Oui, absolument. Mais parce qu'on vise à 4 ans, on vise déjà la carrière. Des examens d'admission, de passage, il entend qu'il faut bien travailler, qu'il faut avoir de bonnes notes. Et je rebondis aussi sur cette étape. Par exemple, moi j'ai eu des parents qui au préscolaire, ils attendent que leurs enfants aient de très bonnes notes alors qu'elle n'a que 4 ans, que 3 ans, elle est remplie de sections. On est dans l'épanouissement, on est dans la découverte des couleurs. Mais comment se fait-il que nos parents, par exemple, face à cette réalité de l'enfant de 4 ans, on perd la notion de la réalité aussi? De la maternelle, voilà, ces enfants sont à peine en maternelle. Comment on peut complètement perdre le lien avec la réalité? Est-ce que la réalité, c'est devenu ça? En fait, c'est la comparaison. C'est-à-dire que nous, dans une société, on compare nos enfants, notre éducation à l'autre. Et quand l'autre, il excelle en quelque chose parce que la maîtresse a dit ou le professeur a dit, on se sent en fait rejeté, comme si on n'a pas accompli notre mission de parent. Et du coup, on se culpabilise quelque part et on se dit, pourquoi pas moi, pourquoi pas mon enfant? Et on oublie que c'est un enfant qui est en train de découvrir sa personnalité, qu'on est en train de lui donner les bases de l'éducation et de la vie. Et du coup, on voit un adulte devant nous, même s'il a 4 ans. C'est malheureux, mais c'est une réalité. On voit un adulte devant nous. Sonia, justement. Oui, maîtresse. Alors, oui, allez-y. Vraiment, c'est que les parents oublient que l'éducation, c'est un processus. Et que ça demande du temps. Et souvent, on remarque chez les parents, en fait, une certaine impatience, une certaine impatience dans l'acquisition, en fait, des apprentissages, notamment quand les parents interviennent dès la maternelle. Surtout chez l'aîné, peut-être. Oui, probablement, effectivement, probablement plus chez l'aîné. Chez l'aîné, pourquoi? Parce que les parents ont peur. Et je dis aux parents, laissez aux enfants le temps d'apprendre. Alors juste,
pour compléter ce qui a été dit par rapport à qui véhicule, on a dit les parents, la société, l'école. Vous avez enseigné, vous connaissez le milieu scolaire. Est-ce qu'il y a aussi une concurrence entre les enseignants? Est-ce que les directions mettent en place des formes de concurrence, des formes de barème? Est-ce qu'il y a un système un petit peu caché? Alors, il existe effectivement un système de concurrence non officiel, plutôt officieux, entre les enseignants. Les enseignants, effectivement, qui auraient des bonnes notes aux examens nationaux seraient, dit, des enseignants performants. Et puis, mais ça reste de manière non officielle, ça reste très, très officieux. Par rapport au barème, vous voulez dire par rapport au barème de notation des élèves ou par rapport au barème de notation des enseignants? Non, des élèves. Des élèves. Donc, par rapport aux élèves, effectivement, quand un enseignant évalue un élève, il s'appuie sur une grille d'évaluation, sur un barème qu'il pose. Or, donc, ce barème, il peut être très variable. C'est-à-dire que selon les attentes de l'enseignant, selon la compréhension qu'il en fait, selon différents critères, la note qui sera attribuée à l'élève sera variable. D'ailleurs, en sciences de l'éducation, il y a donc une discipline qui s'appelle la docimologie et qui étudie les biais de notation. Les biais de notation, ça veut dire qu'en fait, d'un enseignant à un autre, ou d'un même, ou selon un enseignant identique à un moment, qui a évalué un élève à un moment T et qui évaluerait de nouveau sur ce même contrôle à 2 ans après, par exemple, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a en fait des variations au niveau des notes qui seront attribuées. Donc ça, c'est vraiment une science qui s'occupe d'évaluer l'ensemble des problèmes liés à l'évaluation. Et quand les parents accordent énormément d'importance à la note, je leur dis: oui, effectivement, la note fait partie de notre système. Oui, la note est simple parce qu'on n'a pas besoin d'être un pédagogue pour comprendre que si notre enfant il a 2, c'est que c'est mauvais. S'il a 5, c'est moyen. S'il a 10, c'est excellent. Mais la note qui vous paraît objective ne l'est pas tant que cela. La recherche montre qu'effectivement, il y a des biais et que la note qui paraît chiffrée peut justement être biaisée et qu'on peut avoir des écarts de notation d'un enseignant à un autre. Ou avec un même enseignant à un moment différent. Ok, oui, bien sûr. Par rapport à toute disons, la pression exercée par l'école, mis à part bien sûr la pression exercée par les parents, parce que moi j'estime que actuellement tout ce que je vois à mon cabinet, c'est que les bonnes notes, c'est le gage d'un bon parent, d'être un bon parent, c'est le passeport. Et il peut avoir un trouble de comportement, il peut être déprimé, il peut ne pas avoir de copains, mais tout ça c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'il a un bon résultat et ça vraiment c'est à prendre en considération. Maintenant actuellement l'école axe sa pédagogie sur la performance, 100% de taux de réussite. On apprend à écrire avant la maternelle, avant l'accès au CP. Et tout ça, il creuse encore plus le fossé entre les bons et les mauvais. C'est-à-dire, c'est une vision extrêmement dichotomique et restrictive de l'enfant. L'enfant n'est pas bon ou mauvais. Il est unique. Moi, je trouve que l'enfant comme je rejoins à ce qu'elle a dit Sonia, c'est que l'enfant est particulier. Maintenant, c'est prouvé qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Il n'y en a pas qu'une seule. Il y a plusieurs types de, profils d'apprentissage. Chacun apprend à sa manière. Chacun, évolue à sa manière. Il y en a qui vont évoluer très très vite. Il y en a un peu moins. Et aussi, de notre côté, il y a l'autre paquet où il faut détecter. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'un enfant est fait pour apprendre, un cerveau est câblé pour apprendre de toutes les façons. Et quand ça se passe pas comme on le voudrait, il faut chercher la faille. Elle peut être d'ordre neuropsychologique, psychologique ou psycho-affectif. Mais quand vous dites, le cerveau d'un enfant est fait pour apprendre, mais ils sont pas tous capables d'apprendre de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un problème. Le mode d'entrée de l'information est différent. C'est-à-dire qu'il y a certains enfants qui vont être beaucoup plus affectifs que d'autres. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de créer une relation affective avec ce professeur. D'ailleurs, on le voit, j'imagine que vous le voyez aussi dans l'école. Un enfant qui était vraiment très moyen dans une matière, en mathématiques par exemple, il va exceller l'année d'après, ou le contraire. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Qu'est-ce qu'il associe? Il associe, disons, la matière à le professeur, la tendresse, à la bienveillance. Ça veut dire que c'est un enfant qui a besoin de tendresse. Il en manque chez lui, éventuellement. C'est son mode de fonctionnement. C'est son mode de fonctionnement qui peut être l'autre qui est plutôt dans le challenge. Il aime bien dépasser les autres pour pouvoir concurrencer. C'est des modes, d'accord. Et donc
on aimerait bien une école quand même citoyenne, qui puisse un petit peu rassembler toutes ces personnes, tous ces enfants avec leurs particularités sous sa coupole. Mais en tout cas, les parents qui nous regardent maintenant peuvent se dire, bon, tout ce que disent les spécialistes est très intéressant. Elles ont peut-être raison dans ce qu'elles disent. Mais au jour d'aujourd'hui, malheureusement, l'école fonctionne d'une autre manière et ce qui compte, c'est la note. Et pourquoi? Parce que cet enfant, s'il a une mauvaise note, soit il va redoubler son année, soit il sera en échec, soit il ne pourra pas avoir une bonne orientation. Et comme vous disiez, Karima, il voit l'adulte de demain, justement. Mais le contexte fait que. Donc, comment on peut pousser le bouchon un peu plus loin sur les risques de ce qu'encourent ces enfants pour que il puisse y avoir un électrochoc chez les téléspectateurs vis-à-vis de leurs enfants. Alors, la question est intéressante. Oui. Alors, moi, ce que je dis toujours aux parents, dans mon cabinet, je leur dis, qu'est-ce que vous préférez? Un enfant performant, tel un ordinateur, ou un enfant épanoui? D'accord. Et un enfant épanoui fait c'est un adulte responsable par la suite. Si nous, tout le temps, on pousse l'enfant à faire beaucoup plus qu'il n'en faut, quand on n'est pas à l'écoute de ses particularités, de ses faiblesses et de ses sentiments internes, on ne questionne jamais sur ce qui va et ce qui ne va pas. On va tout le temps il va marcher à un certain moment, d'accord? C'est comme un coffre-fort, je leur dis, c'est comme un coffre-fort, on a envie de tirer le bijou, mais on le casse, d'accord? Cet enfant-là ne doit pas être cassé, il doit être écouté. Il faut s'adapter un petit peu à lui. L'école, j'entends bien, elle n'a pas une pédagogie adaptée pour chacun, on n'en est pas encore là. La Norvège l'a fait et ça a très très bien marché et donc il n'y a pas de redoublement jusqu'au collège. Donc les enseignants sont extrêmement formés, ils sont conscients des types d'apprentissage de chacun, mais tout ça on en est loin aujourd'hui. Par contre, ce qui est sûr, c'est les dégâts sur l'enfant. Exactement. Les dégâts sur l'enfant sont parfois irréparables et donc Karima l'a très très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui est inscrit dans l'enfance, c'est très difficile un peu parce que ça crée des réseaux, des pensées dysfonctionnelles qui peuvent accompagner l'adulte jusqu'à disons, à gérer sa vie d'une manière dysfonctionnelle, telle que c'est pensé. Alors, on va passer au volet technique de cette émission. Là, on a bien posé le terrain. On a essayé de faire un maximum de sensibilisation. Cela dit, ces contrôles et ces évaluations sont là et il faut les préparer. Techniquement, justement, et émotionnellement, les deux parties. Techniquement, Sonia, comment on aide un enfant à préparer un contrôle à venir? Comment ça se passe? Comment ça devrait se passer dans les règles de l'art? Alors, comment réussir votre évaluation? C'est le moment de noter. La recette. Non, ce n'est pas une recette miracle, mais en tout cas, on a envie de vous donner des pistes pour pouvoir aider au mieux vos enfants. Donc déjà, un travail régulier, c'est-à-dire un apprentissage régulier des leçons, des exercices qui sont faits de manière régulière, du CP jusqu'à la terminale. Je vois encore trop d'enfants qui arrivent une semaine avant le contrôle, une semaine avant l'évaluation, en stress parce qu'ils n'ont pas du tout lu, ne serait-ce que lu leur leçon. Donc là, je dis non. Déjà, pour désamorcer les choses, commencer par travailler de manière régulière, planifier les leçons. C'est-à-dire, voilà, on a un certain nombre de matières à aborder, il faut organiser son travail. Déjà, ça permet aux enfants d'être moins stressés. Parce que, imaginez bien, quand on arrive devant le contrôle et qu'on se dit « j'ai pas encore révisé l'anglais, j'ai pas révisé les mathématiques, j'ai pas encore révisé le français, comment je vais faire ?» Et là, hop, ça monte, l'angoisse monte, c'est difficile à gérer. Alors déjà, première chose, commencez par travailler de manière régulière. Je me propose aussi aux enfants et aux parents. Mais pardon Sonia, quand vous dites de manière régulière, est-ce qu'il y a une bonne technique? Est-ce que, entre les devoirs que donne l'école et ce travail régulier qui va permettre d'arriver à l'aise le jour du contrôle, contrôle surprise ou autre, est-ce qu'il y a une technique? C'est-à-dire pour ne pas se retrouver à avoir à la maison ces enfants qui rabâchent toute la nuit, toute la soirée, tout le week-end? Alors, à chacun, j'ai envie de dire sa technique. Il y en a qui vont préférer écrire, il y en a qui vont préférer dessiner, sous forme par exemple, une leçon de sciences de la vie et de la terre, ils vont préférer la dessiner, ou ils vont pouvoir réécrire uniquement les formules. Il y en a d'autres qui ont juste besoin de la lire. En tout cas, je ne dis pas qu'il faut redonner aux enfants du travail en plus s'il y a des devoirs, mais je dis qu'il faut au minimum que les enfants, avant d'aller au cours suivant, qu'ils aient au moins lu. C'est-à-dire que voilà, si la grammaire cette semaine, qu'à la prochaine séance de grammaire, il ait au moins lu ce qui a été fait à la séance précédente. Voilà ce que je dis. C'est déjà le fait de relire, ça va lui remettre les idées en place et il va se
se replacer dans le cadre de l'apprentissage. Hein. Donc là, se resituer dans l'apprentissage. Ça, c'est une bonne chose. Deuxième chose, les exercices types. C'est-à-dire que voilà, l'enseignant, quand il donne un exercice au baccalauréat ou dans les classes qui sont en dessous, eh bien, on donne aux enfants des exercices, des questions qui sont formulées d'une certaine manière. Souvent, c'est la même chose qui revient. Donc là, je dis aux parents qui sont en difficulté de reprendre la même trame que celle qui a été choisie par l'enseignant pour pouvoir aider leur enfant. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semble important. Une communication avec l'enseignant régulièrement? Oui, une communication avec l'enseignant, c'est important. Il faut pouvoir communiquer. Et puis je dis aussi aux parents, attention, vous ne passez pas, ce n'est pas vous qui passez le contrôle, ce n'est pas vous. Donc ne transmettez pas à vos enfants votre stress. Alors justement, c'était ma question. Très bien, comme ça. Karima Rehani, justement, comment faire que, en tant que parent, on dédramatise cette histoire qui s'est inscrite dans nos gènes carrément? Il faudrait que le parent soit conscient que c'est pas lui qui passe l'examen, c'est son enfant. Maintenant, il y a l'histoire personnelle qui remonte à la surface. Et quand un parent il a vécu une pression ou il a vécu un échec scolaire, il le transmet à son enfant parce qu'il voudrait, par exemple, que son enfant le dépasse et il donne le meilleur de lui-même parce que lui, il n'a pas pu à un certain moment. Alors du coup, on se projette, nous adultes, à l'image de notre enfant et on voudrait que notre enfant fasse des choses qu'on n'a pas pu réussir à faire. Alors là, c'est une grande erreur. On laisse l'enfant vivre sa propre vie. Mais l'angoisse prend le dessus. Par exemple, quand vous, en tant que spécialiste, vous avez les choses sont lucides pour vous. C'est une histoire de projection et donc c'est une erreur et donc on désamorce. Mais c'est pas évident quand on est dedans, c'est différent. C'est-à-dire on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est une projection? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une angoisse? Et comment je peux m'en sortir? En fait, moi, je parle au niveau d'une personne qui pourrait être spécialiste et que les parents viennent me voir, ou moi, je peux détecter quelque chose dans les écoles où j'interviens, et j'essaie un peu de leur expliquer la chose. Maintenant, tout seul pour un peu... c'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile? Parce qu'on reconnaît pas d'abord notre propre histoire. Parfois, on la refoule. Parfois, on la néglige. Parfois, on se dit, émotionnellement parlant, je n'ai pas envie d'en parler. Mais si on vit mal les évaluations de nos enfants, c'est peut-être déjà ça une petite sonnette d'alarme. On va revenir sur la deuxième partie de l'émission, justement, comment continuer, comment prendre en charge émotionnellement cette histoire et comment accueillir la note, bonne ou mauvaise. À tout de suite, et n'oubliez pas qu'on parlera également apnée du sommeil. Restez avec nous sur Média TV. L'évaluation, le contrôle, toute une angoisse pour les familles. On vous en parle ce matin dans On se dit tout. Et n'oubliez pas, dans un petit moment, l'interview santé consacrée à l'apnée du sommeil. On retrouvera le docteur Omar Al-Araqi. Restez avec nous pour la suite. Et je retrouve tout de suite mes invités. Madame Fdoua Barada, psychologue. Madame Karima Rehani, psychosociologue. Et Madame Sonia Bouroyel, spécialiste des sciences de l'éducation. Alors, Madame Rehani, Karima, ce que vous disiez il y a quelques instants, c'est que c'est vrai que c'est difficile pour les parents de repérer leurs failles, de repérer ce qui fait qu'ils angoissent. Mais peut-être qu'en nous regardant aujourd'hui, il y a une petite lumière qui s'allume, une petite prise de conscience. Tout à fait. Exactement. Alors, on a parlé du volet technique, comment préparer l'évaluation, le volet émotionnel. Fdoua Barada? Écoutez, moi j'insiste surtout sur le lien affectif, c'est-à-dire que on voit de plus en plus que les parents se sont substitués à les maîtresses. C'est devenu un censeur et une maîtresse à la maison, c'est-à-dire ils connaissent par cœur les leçons à apprendre, les devoirs et tout ça. Quand on a un lien comme ça avec l'enfant, on oublie notre rôle principal en tant que parent, qui est d'aimer, disons, de sécuriser et d'éduquer l'enfant. C'est très important. Et je voudrais insister sur le fait aussi que quand, par exemple, le parent commence à faire les devoirs avec l'enfant, c'est un temps émotionnel très très fort. Parce que ce qui se joue, c'est pas les mathématiques, la géographie, peu importe, d'accord? C'est vraiment le lien affectif. L'enfant est en train de scruter le regard du parent, en train d'écouter avec beaucoup d'intérêt ce qu'il va dire, ses remarques. Et donc, où on en fait un lien et un moment émotionnel fort ou de complicité, et là on a quand même un allié pour la vie, c'est-à-dire chaque fois qu'on va l'appeler, il va venir en courant parce qu'on a été, il va enregistrer dans sa tête quelque chose de positif.
où on Parce en que fait... ça se passe bien. Parce que ça se passe bien, effectivement, parce que le lien n'est pas entamé. Quand le lien a été entamé, quand on me dévalorise l'enfant, quand on l'insulte, tu ne feras rien de ta vie, tu n'es qu'un nul et tout ça, bien sûr, le temps des devoirs devient extrêmement douloureux pour l'enfant et donc il développe des stratégies de fuite. Oui, parce que les parents stressent, angoissent, quand ils voient que l'enfant n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas à apprendre. Il faut disons, que les parents comprennent. Si c'est un message aujourd'hui fort à transmettre aux parents, c'est qu'on ne peut pas apprendre sans lien affectif. Apprendre dans un cocon chaleureux est beaucoup plus intéressant que... De toute façon, l'enfant va apprendre. Si, on me dit à la consultation, j'ai un bâton à côté et là, tout va bien. Hein. Non, ça fait mal au cœur. Oui, ça fait mal au cœur, mais les parents, je les comprends bien. Ils ont tout essayé, mais ça ne marche pas peut-être, ou je ne sais pas. Je ne veux pas critiquer ni porter un jugement. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais le truc, c'est que l'enfant ne va mobiliser ses ressources que quand il y a ce bâton à côté de lui. Vous comprenez? Donc à l'école, quand la maîtresse est un peu flexible, il va rien faire de sa vie. Et pareil pour tout ce qui va suivre. Vous ne pouvez pas à 17 ans, 18 ans, 25 ans le suivre avec un bâton à l'université. Donc du coup, là, les parents doivent absolument comprendre que être proche de cet enfant-là, le questionner sur ses difficultés. Peut-être qu'un enfant souffre de quelque chose. Il faut le questionner. Comme j'ai dit tout à l'heure, il est fait pour apprendre. Il a très bien saisi, très petit, que pour avoir la paix et les bénéfices, c'est-à-dire les cadeaux, les éloges et tout ça, il doit apprendre et bien travailler. Si ça ne se passe pas comme ça, c'est qu'il y a un obstacle quelque part. Et à ce moment-là, il faut le détecter. Il faut aller consulter. Oui, effectivement. Maintenant, la note arrive. Oui. La note arrive. Alors, comment on accueille la note? Qu'elle soit bonne ou mauvaise? Quelle place on donne à la note dans notre relation avec l'enfant? Karima Rehani. Moi, je vais juste rebondir sur un point que Fadwa a bien souligné. Enfin, l'enfant, il fait un ancrage sur toutes les comportements d'un parent, et que ce bâton-là, il devient la motivation pour faire. Et s'il n'est pas là, il ne peut pas aller de l'avant. Voilà, c'est-à-dire que voilà, je te mets le bâton et le visuel devient plus important que la réflexion. Et ça, c'est un grand problème par rapport à l'éducation. La note, qu'est-ce que la note finalement? Voilà. La note arrive, comment on l'accueille? Comment on l'interprète? On reviendra sur ce que disait Sonia tout à l'heure, mais qu'elle soit bonne ou mauvaise, quelle place on lui donne? On lui donne une place très importante. C'est-à-dire, c'est elle le fruit d'un travail effectué ou pas. Parce que les parents, ils ne veulent pas en fait reconnaître qu'ils ont un apport très important dans cette note. Si le parent est dans une importance à la note côté classement, là, la réflexion de l'enfant va toujours vouloir faire plaisir à papa et à maman. Et là, je mets le point sur ce... c'est-à-dire que moi, l'affectif chez moi, il va vers la note. Et à travers la note, et si moi j'arrive à faire plaisir à mon papa, je serai bien. Et c'est chantage. D'accord. Mais justement, comment on devrait aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce numéro d'On se dit tout, accueillir la note? On l'accueille d'une manière très normale, très simple. Ne pas la valoriser, ne pas la dévaloriser, mais lui dire tu as fait de ton mieux. Tu as réussi à faire quelque chose, tu feras mieux plus tard. Si par exemple il est nul, un enfant nul, entre guillemets, il n'y a pas d'enfant nul, comme c'est dit. S'il n'en arrive pas, il est très moyen, il n'arrive pas, il faut le valoriser parce que cet enfant peut surprendre les parents si on change de comportement et de jugement de la note. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. On a eu des enfants en préscolaire qui étaient soi-disant moyens, qui n'arrivaient pas à suivre, qui n'arrivaient pas à lire, qui n'arrivaient pas à donner des résultats. Une fois au primaire, ils changent de cap et la note, elle évolue. Pourquoi? Il y a comme Fadwa a dit tout à l'heure, il y a l'émotionnel, il y a matière prof, il y a l'amour qu'on peut ressentir nous par rapport à quelque chose en classe, même la couleur de la classe, même le comportement. Et d'un seul et la donc note, vous l'avez dit, l'accueillir de façon très normale, simple. Ne pas lui donner plus que sa place. Oui, Fadwa. Bon, ce qui est intéressant aussi par rapport à ce qu'elle a dit, Karima, disons l'intention première quand on reçoit une note, c'est déculpabiliser. Ça, c'est le mot clé, j'imagine, pour tous les parents. C'est-à-dire ni culpabiliser l'enfant, ni s'auto-culpabiliser soi. C'est-à-dire une note
est une note. Il faut la placer à sa bonne place, quoi. Elle va ni déterminer votre parent en tant que bon ou mauvais, ni déterminer l'enfant ni son avenir. D'accord? C'est une évaluation à l'instant T qui ne détermine en rien l'avenir de l'enfant. Ça, c'est très important à souligner. À ancrer dans Exactement. la absolument. Merci pour la question. Alors, si c'est répétitif. À ce moment-là, il faut se poser la bonne question, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Et aller voir un spécialiste ou aller voir quelqu'un qui peut nous aider à pouvoir élucider cette énigme-là. Alors justement, Sonia, la classe aussi, l'instituteur, la maîtresse, comment les instituteurs aussi jouent un rôle clé quand même en donnant la copie, en rendant la copie avec une mauvaise note ou avec une bonne note. Alors déjà, comment l'instituteur aussi peut désamorcer tout ça? Voilà. Donc pour désamorcer tout ça, déjà il faut commencer par banaliser l'évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation, ça doit être un exercice comme un autre. Moi, en tant que professeur, je veux aujourd'hui vérifier si l'ensemble des éléments vus en classe, tu es capable de les réutiliser, de les restituer, d'accord? Mais je ne suis pas là pour vous piéger, je ne suis pas là pour vous mettre en difficulté, je suis là juste pour m'assurer que mon travail est correctement fait. D'accord. Mon travail en tant qu'enseignant. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, si on met en place ce système-là au sein de la classe, qu'il n'y a pas de piège, qu'on n'est pas là pour s'acharner sur les élèves en mettant des mauvaises notes, déjà, ça détend l'atmosphère. Deuxième chose, il faut aussi insister sur le fait que le processus d'apprentissage est un processus qui est long et que le chemin pour y arriver est tout aussi important que le résultat final. Maintenant, effectivement, quand je dis ça, les parents me disent « Oui, mais il risque de redoubler, il y a toute une peur de l'échec derrière. Il y a toute une peur de l'échec qui est derrière. » Et là, je dis « Oui, effectivement, la note, elle est ce qu'elle est. Et dans notre système, la note a une grande place, une place extrêmement importante. Et là, je dois, moi, en tant qu'enseignante, contacter les parents et essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière cette note. Quelles sont les difficultés de cet élève, qu'est-ce qu'il n'a pas compris, comment on peut l'aider à surmonter ces difficultés. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Ça, c'est vous qui le voyez en classe. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe à la maison? C'est-à-dire, quel type de relations, quel type de mécanismes sont mis en place? Eh bien, là, effectivement, il faut que l'enseignant crée un partenariat avec les parents qui puissent effectivement échanger pour voir effectivement si les parents ne sont pas trop exigeants, au contraire, qui font preuve plutôt de laxisme et du coup, l'enfant n'a pas de cadre pour pouvoir travailler dans des conditions convenables. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, ce qui me semble le plus important dans l'ensemble, dans la totalité de ce qu'on a dit, c'est qu'il faut amener les enfants à apprendre pour le plaisir d'apprendre. Et ça, pour moi, c'est primordial. Eh bien, Sonia, on va dire que c'est votre mot de la fin. Fadwa Barada, votre mot de la fin? Écoutez, je vais rebondir aussi sur ce qu'elle a dit, Sonia. Mon mot de la fin, c'est-à-dire que l'apprentissage est un processus de plaisir, d'accord? L'anxiété, toute la performance qui est mise sur les épaules de l'enfant lui fait perdre cette notion de plaisir et donc il travaille, il a des bonnes notes pour sauvegarder son intégrité psychique et ça, c'est dangereux pour l'enfant. Et pour sauvegarder l'amour de ses parents. Et l'intégrité psychique qui veut dire bien sûr l'amour et l'environnement et ça, c'est dangereux. Effectivement. Karima Rehani, votre mot de la fin? J'aimerais bien que les parents soient bienveillants avec eux-mêmes, avec leurs enfants, qu'ils prennent en considération l'épanouissement de leurs enfants et que l'apprentissage est un plaisir et non pas une oppression. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, pour toute cette belle sérénité, pour tous ces beaux conseils, ces beaux messages. Fadwa Barada, vous êtes psychologue. Karima Rehani, vous êtes psychosociologue. Et Sonia Bourroyel, vous êtes enseignante spécialiste des sciences de l'éducation. Merci beaucoup. Moi, je reste avec vous une petite poignée de secondes et je reviens pour parler d'apnée du sommeil avec le docteur Omar Al-Iraqi. À tout de suite. Et on continue justement cette fois-ci avec cette interview santé. Nous parlons du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Bonjour, docteur Omar Al-Iraqi. C'est avec vous qu'on en discute ce matin. Bonjour. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Alors on rappelle, vous êtes diplômé en sommeil et sa pathologie. Donc on va parler de ce syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Pour commencer, qu'est-ce que c'est exactement? Alors il faudrait d'abord comprendre c'est quoi une apnée. Donc l'apnée, c'est une interruption du passage de l'air, du flux aérien, durant au moins 10 secondes. Nous avons d'une part les apnées, mais nous avons aussi les hypopnées, qui veut dire la diminution du passage de l'air, mais que ce soit une diminution ou un arrêt respiratoire, les conséquences sur la santé sont les mêmes. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand la personne dort,
Au bout d'un moment, la respiration s'arrête, se coupe. Alors, si c'est des apnées, il va respirer. À un moment, on va voir que cette respiration va être entrecoupée. Et donc, il y a un arrêt respiratoire avec une reprise par la suite de la respiration avec un grand renflement. Okay. Donc, c'est des ronfleurs. Donc, la question, est-ce que tous les ronfleurs sont apniques? Donc, les études montrent qu'une personne sur 5 ronfle et un ronfleur sur 5 fait des apnées du sommeil. Donc, le renflement, c'est quand l'air veut passer par les voies aériennes, quand il y a un rétrécissement, une difficulté du passage de l'air, le voile du palais entre en vibration et donc on entend ce son qui est gênant. Ok, donc toute personne qui ronfle ne fait pas forcément de l'apnée du sommeil. Une personne, un ronfleur sur 5, soit 20%, des ronfleurs sont apnéiques. Ok, alors est-ce que c'est commun, est-ce que c'est répandu cette apnée du sommeil? Donc, si on fait, comme je vous ai dit, donc c'est une personne sur 5 est ronfleur, donc c'est 20% de la population ronfle, et un ronfleur sur 5 fait des apnées, donc entre 4 jusqu'à 8% de la population font des apnées du sommeil. D'accord, ok. Est-ce qu'on en connaît les causes véritablement? Alors, les causes, pour les apnées, il y a un rétrécissement au niveau des voies aériennes. Donc, normalement, quand une personne... C'est à quel niveau de la sphère ORL? Alors, en fait, il y a un rétrécissement, on n'arrive pas toujours à localiser l'endroit. Ça dépend, en fait, mais en plus, ça dépend des gens. Donc, en fait, toute personne qui va ronfler et qui va faire des apnées du sommeil, il va y avoir, lors du sommeil, une diminution du tonus musculaire, une hypotonie musculaire. Ça veut dire que le muscle, son tonus, sa rigidité va devenir moindre et il sera plus flasque. Mais le muscle de quelle partie du corps? Du pharynx. Du pharynx, ok. Voilà, c'est les voies aériennes supérieures. Donc, s'il est plus flasque, il va se fermer. Donc, à ce moment-là, se produisent les apnées. Aussi, il y a des gens qui, à part le fait qu'il y a une hypotonie musculaire, il y a des facteurs qui font que on a plus de risques de faire des apnées. Notamment des gens qui sont obèses. Il y a une corrélation entre l'obésité abdominale et un dépôt graisseux au niveau pharyngé. C'est-à-dire plus l'individu a un ventre qui est grand, donc il va avoir plus de graisse au niveau des voies aériennes qui vont être rétrécies. Aussi, la position couchée, le fait qu'on soit couché sur le dos, on va avoir la langue qui va aller vers l'arrière. Et mais aussi quand on dort, c'est normal intérieure. qu'on soit couché, allongé. Allongé. Mais les gens qui sont apniques, quand ils sont en position dorsale, ils vont avoir plus de probabilité de faire des apnées. Très bien. Mais quand on vient vous consulter, vous, en tant que spécialiste, on vient vous consulter pourquoi? C'est-à-dire, est-ce que la personne se rend compte qu'elle fait des apnées? Comment elle atterrit chez vous? Alors, les causes de consultation peuvent être différentes d'une personne à une autre. Alors, on peut avoir l'exemple typique du conjoint ou de la conjointe qui va se plaindre du renflement qui la dérange. Ou aussi, il y a des conjoints ou des conjointes qui voient leur conjoint qui arrête de respirer et ils paniquent, ils pensent qu'il pourrait mourir lors de cet épisode d'apnée et donc ils viennent consulter dans ce sens-là. Parce que c'est un arrêt respiratoire visible pour l'autre personne? Si c'est des apnées, c'est visible. Si la personne est réveillée, bien sûr, va être visible. Alors tous les conjoints ne le voient pas parce qu'en fait ça dépend du conjoint, comment il dort. Donc si vous avez un conjoint qui dort très très bien, donc dès qu'il se couche, il va dormir, il a un sommeil profond, donc il ne va pas s'en rendre compte. Par contre le conjoint, s'il a un sommeil, il se réveille plus facilement, il va plus noter qu'il y a des apnées. Ok. Alors quand on parle d'apnée du sommeil, on parle de syndrome, on ne parle pas de maladie. C'est quoi d'abord la différence entre maladie et syndrome et pourquoi on parle de syndrome d'apnée du sommeil? Syndrome, c'est le fait qu'il y ait... Alors, parce que toute personne, même normale, on peut faire des apnées, mais on en fait moins de 5 par heure. Maintenant, quand une personne va faire plus de 5 apnées ou hypopnées par heure, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'apnée obstructive du sommeil et ce n'est plus une apnée normale, c'est une apnée dans le cadre d'une maladie. Très bien, donc c'est une série de facteurs. Une autre question, est-ce que toutes les personnes qui font des apnées ronflent forcément? Alors, on va dire que la majorité vont ronfler, mais on va dire l'intensité du ronflement peut être différente et donc il peut ne pas y avoir la plainte. Spécialement une grande plainte, les gens peuvent se présenter et vous dire je ronfle très légèrement, etc. Mais on va dire que la majorité des gens qui font des apnées obstructives du sommeil
due à l'obstruction des voies aériennes ronfle parce que quand les voies aériennes se rétrécissent, la difficulté du passage de l'air fait que l'individu va ronfler. Est-ce que c'est un syndrome qui touche plutôt les adultes ou ça peut concerner également les enfants? Alors ça concerne tout le monde, mais c'est principalement les adultes. Les enfants, mais surtout quand ça touche les enfants, on va dire, généralement ils ont de grandes amygdales et il suffit de faire une amygdalectomie pour que ça soit résolu. Ok, alors on a parlé du ronflement comme, on va dire, principal symptôme. Il n'y a pas que ça. Donc maintenant, à part le ronflement, bien sûr, les gens vont avoir une symptomatologie diurne, une symptomatologie nocturne. Ok, donc alors, des caractéristiques de la journée, des caractéristiques de la nuit. Alors, courant de la journée, c'est des gens qui vont être plutôt somnolents, ils vont se plaindre de somnolence diurne excessive. Grosse fatigue? Alors ça dépend des gens, en fait. Ça peut aller de quelqu'un qui vous dit « je me sens un peu fatigué » que des gens qui peuvent même s'endormir en 10 secondes à l'arrêt dans un feu rouge. Okay. Il y a des gens qui peuvent même ne pas se plaindre de la somnolence parce que c'est un symptôme qui est subjectif. C'est comme la douleur, donc tout le monde ne l'éprouve pas de la même manière. Donc ce n'est pas une obligation que la somnolence soit là, mais souvent les gens se plaignent de somnolence diurne excessive, de maux de tête le matin, de difficultés, exactement, de difficultés de concentration, d'irritabilité. Ils peuvent arriver à un syndrome dépressif parfois, et des troubles sexuels. Ça, c'est durant la journée. Ok, mais ça, par exemple, est-ce qu'on se dit pas, on le relie pas à autre chose? On dit oui, j'ai mal dormi, le matelas n'est pas bon, l'oreille n'est pas bon, j'ai peut-être trop mangé le soir. Oui, mais toute personne qui ronfle doit consulter. D'accord. Doit consulter. C'est ça la base. Donc toute personne qui ronfle doit consulter un spécialiste en apnée du sommeil pour qu'il lui puisse faire d'abord son interrogatoire pour qu'il y ait une suspicion d'apnée du sommeil. Alors, symptômes de la journée, vous les avez décrits. Symptômes de la nuit maintenant. Alors, symptômes de la nuit, alors c'est des gens qui vont... On peut observer, mais c'est pas obligé, comme je vous ai dit, on peut observer des arrêts respiratoires par la conjointe ou le conjoint peut observer ça. Les gens peuvent se réveiller avec une sensation de sursaut, avec une sensation d'étouffement. Ok. Mais ce n'est pas une obligation. Les gens peuvent se réveiller le soir pour aller faire pipi, plusieurs fois par nuit. Pourquoi? Donc, en fait, il y a un lien un lien pathogénique, c'est-à-dire que les gens qui vont faire des apnées, il va y avoir une hormone qui va être sécrétée par le cœur qui fait que les individus vont aller plus faire pipi. Ça ne peut pas dérouter le diagnostic vers, je sais pas, moi je pense à un homme, vers un problème de prostate? Oui, c'est possible, mais toute personne qui ronfle, s'il est ronfleur, il va falloir faire En fait, le ronflement, c'est vraiment la grosse sonnette d'alarme. Voilà, le ronflement, ce que je dirais, c'est la partie émergée de l'iceberg. Absolument. Donc tous les ronfleurs ne sont pas apnéiques, mais c'est le signal d'alerte, c'est le signal d'alarme, c'est cette plainte sur laquelle tout doit se construire pour aller rechercher plus loin est-ce que la personne souffre ou non d'apnée du sommeil. Très bien. On va parler des complications, docteur Omar El-Araqi. Vous dites toute personne qui ronfle, et vous l'avez bien expliqué, c'est la partie visible de l'iceberg, de ces fameuses apnées du sommeil. Les complications à court terme, justement, quand on ne consulte pas rapidement. Alors, les complications à court terme, je vais revenir un peu à l'explication qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait des apnées. Donc, quand quelqu'un fait des apnées à cause de l'hypotonie musculaire au niveau pharyngé, donc il y a une fermeture, et systématiquement, on va avoir un allègement du sommeil ou un réveil, un vrai réveil. Okay. Mais en général, c'est plutôt ce qu'on appelle un micro-éveil. Ça veut dire que le cerveau de l'individu se réveille sans qu'il s'en rende compte. Mais il y a des réveils naturels dans la nuit, enfin, c'est ce que les spécialistes du sommeil disent. Oui, on peut se réveiller d'une manière naturelle, mais généralement, soit l'individu, il va se réveiller, il va se sentir qu'il est en train d'étouffer, ou même sans qu'il le sente, je vous dis que quand c'est systématique, quand quelqu'un fait une apnée, son cerveau va se réveiller, ce qu'on appelle micro-éveil, qui va durer 3 à 15 secondes sur un enregistrement, mais lui, il ne se rend pas compte. Okay. Le fait de ce micro-éveil, l'individu ne pourra pas faire du sommeil profond. Donc, il essaye de faire un sommeil profond qui est récupérateur, tout à fait. Mais le fait qu'il y ait le micro-réveil, ça le fait monter d'un sommeil profond à un sommeil léger. On arrive à avoir des gens qui ne font pas du tout du sommeil profond. Et en fait, ça revient à ces symptômes de la journée, fatigue, irritabilité. Exactement. Donc, le fait qu'il ne dort pas bien la nuit, donc il va se réveiller fatigué, irritable, il n'a pas pu se reposer. Donc, donc il y a des problèmes. Au niveau du travail, il ne peut pas se concentrer. Sociaux, il peut arriver à un certain moment que l'individu n'arrive même plus à faire des activités sociales. Et n'oublions pas, fatigue. Bien sûr, et n'oublions pas des risques majeurs. Risques d'accidents de travail. N'oublions pas les gens qui travaillent avec des objets coupants. N'oublions pas
nos chauffeurs professionnels, ceux qui travaillent sur la route, Tout à fait. et même les non-professionnels, mais j'insiste sur les poids lourds. Pourquoi j'insiste sur les poids lourds? Parce que quand on a un accident de la route, un endormissement en voiture, malheureusement, il y aura peut-être 1, 2, 3 décès peut-être, mais quand il y a un chauffeur poids lourd ou un chauffeur de car qui fait un accident, on est en train de parler de 20, 30 décès. Donc c'est accident de travail et accident de voie publique. Les complications à long terme, Alors, docteur? complications à long terme, le fait de faire des Vous parlez apnées. de long terme à partir de combien de temps en fait? Alors, ça dépend des gens et ça dépend de la sévérité des apnées. Alors, en fait, on n'a pas discuté de la sévérité. En fait, au niveau de la sévérité, elle est classée en léger, modéré et sévère. De 5 à 15 apnées, hypopnées par heure, on considère que c'est léger. De 15 à 20 hypopnées par heure, pardon, 15 à 30 hypopnées par heure, c'est modéré. Et supérieur à 30 apnées hypopnées par heure, c'est considéré quand même, hein. du sévère. Bon, j'ai eu des gens qui en font 60, 70 apnées hypopnées par heure, 80 et même 100. Et donc, c'est des gens qui sont à un grand risque cardiovasculaire. Parce que c'est un arrêt de la respiration. Le fait de faire un arrêt de la respiration, votre oxygène dans le sang va systématiquement diminuer. Systématiquement, il y a un système qui se met en place qui fait qu'il y a une augmentation du rythme cardiaque, une hypertension artérielle à ce moment-là. Mais sur le long terme, cette hypertension artérielle devient continue. Donc, c'est des gens qui vont faire plus d'hypertension artérielle et donc un risque cardiovasculaire sur le long terme. Plus de risque d'infarctus du myocarde et plus de risque d'AVC. Alors, on va courir un petit peu, on va accélérer le rythme un petit peu, docteur. Pour le traitement, est-ce qu'il y a des traitements efficaces? Alors, le traitement, il y a différents types de traitements. Si les gens font des apnées seulement en position dorsale, donc on mettra un traitement positionnel, ce qu'on appelle la balle de tennis, c'est mettre une balle. Ça dépend de votre diagnostic, exactement, bien sûr, ce qui est tout un processus. Exactement. Maintenant, il y a 3 grands volets, ou 4 grands volets. Premièrement, nutritionnel, perte de poids, si la personne a une obésité, mais ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, si c'est le traitement de référence, c'est ce qu'on appelle la PPC, pression positive continue. C'est un compresseur d'air qui envoie de l'air à pression pour éviter la désobstruction mécanique. Maintenant, si les gens ne font pas beaucoup d'apnée, on peut leur proposer d'autres alternatives, notamment ce qu'on appelle une orthèse d'avancée mandibulaire, parce que les gens qui ont Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un appareil bucco-dentaire qui fait qu'on avance la mandibule et la langue vers l'avant pour une réouverture des voies aériennes. Et s'il a un problème anatomique, notamment de grosses amygdales ou une mâchoire qui revient en arrière, on peut proposer des traitements chirurgicaux. Alors, est-ce qu'il y a aussi le facteur héréditaire? Est-ce que c'est une histoire de famille? Alors, il y a un facteur héréditaire, mais ce n'est pas obligatoire. On voit des gens, des familles, surtout quand il y a une obésité ou une malformation congénitale, etc. Donc, il y a cette possibilité-là. Et pour finir, est-ce qu'on peut en guérir? Alors, en guérir, l'état actuel de la science fait que si c'est une obstruction mécanique et on opère, bien sûr qu'on peut arriver à une guérison. Maintenant, s'il n'y a pas d'obstruction mécanique et on est sous pression positive continue, qui est la telle pneumatique, ça, pour l'état actuel de la science, c'est un traitement sur le long terme. Mais la science est en train d'avancer. Actuellement, il y a des essais pour faire une implantation, ça se fait aux États-Unis, c'est en état d'étude, qui envoie un stimulus nerveux au niveau des muscles pharyngés pour une réouverture des voies aériennes. C'est assez compliqué, c'est-à-dire que ce n'est pas une simple prise médicamenteuse. Ah non, il n'y a pas de médicament actuellement. Il n'y a pas de médicament. Pour le moment, mais peut-être qu'un jour ça pourrait arriver. Eh bien, merci pour toutes ces explications, Dr Omar El-Araqi. Je rappelle que vous êtes installé à Casablanca et vous êtes diplômé en sommeil et sa pathologie. Merci pour toutes ces explications. Je vous remercie. Pour les téléspectateurs dont on se dit tout. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve très très vite. C'était un plaisir et un honneur pour moi de vous servir ce matin. J'espère que ça va mieux pour les histoires des contrôles et des évaluations et des notes de vos enfants. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet mediantv.com. À très vite.